En septembre 2015, 3 étudiants étrangers ont disparu dans le sud-est de la France, dans le Vercors, une région calcaire réputée pour ses falaises abruptes, ses forêts denses et un réseau de grottes que même les cartes spéléologiques les plus récentes ne parvenaient pas à représenter intégralement. L'affaire a suscité un vif intérêt national pendant quelques semaines, puis international, avant d'être peu à peu éclipsée par d'autres événements, d'autres tragédies, d'autres urgences. Officiellement, elle est restée non résolue. Ces étudiants n'étaient pas français. Ils étaient arrivés à Grenoble pour un court séjour d'échange universitaire, attirés par un programme d'études environnementales comprenant des sentiers balisés et des visites guidées d'aires protégées. 2 hommes et une femme, tous âgés d'une vingtaine d'années, décrits par leurs collègues comme organisés, prudents et peu enclins aux aventures improvisées. Pourtant, ils ont disparu après un week-end passé à explorer, seuls, un itinéraire secondaire hors des sentiers battus. Les recherches ont débuté rapidement. Des hélicoptères ont survolé la région. Des équipes de secours ont ratissé les sentiers et des chiens de recherche ont été déployés dans les zones les plus accessibles. Ils ont trouvé des traces, des restes d'anciens feux de camp non identifiés et rien d'autre. Aucun corps, aucun effet personnel, aucun signe évident d'accident. Au bout de 3 semaines, l'opération a été réduite puis abandonnée. Le rapport final évoquait une désorientation, une chute sur un terrain escarpé ou une entrée dans une cavité inconnue. Des hypothèses prudentes, un langage technique, aucune conclusion définitive. Les familles sont rentrées dans leur pays avec pour seul bagage des copies de documents et la vague promesse qu'elles seraient informées de tout nouvel élément. 6 ans plus tard, l'affaire n'était plus évoquée que dans des forums spécialisés et dans quelques reportages occasionnels sur les disparitions non résolues en Europe, jusqu'à ce qu'un alpiniste découvre la grotte. Mathieu Arnaud avait 42 ans et pratiquait l'escalade dans le Vercors depuis l'adolescence. Technicien d'entretien des ponts, il consacrait presque tous ses week-ends à la montagne. Il connaissait parfaitement les risques du terrain et évitait les secteurs fermés ou mal balisés. Malgré cela, début octobre, il décida d'explorer un secteur peu fréquenté après avoir entendu parler d'une fissure apparue suite à un récent glissement de terrain. Je ne cherchais rien de plus qu'une nouvelle voie d'escalade. L'entrée de la grotte était invisible de loin. Partiellement dissimulée par une végétation basse et des pierres instables, elle s'ouvrait comme une fissure irrégulière au pied d'une paroi rocheuse. Mathieu remarqua quelque chose d'étrange avant même de s'approcher. Des couleurs artificielles rompaient la monotonie de la roche grise et du vert terne de la mousse. 3 sacs à dos étaient appuyés contre le mur près de l'entrée. Un vert, un rouge et un bleu. Elles ne semblaient pas avoir été abandonnées récemment, mais elles n'étaient pas non plus réduites en miettes. Le tissu était décoloré par le soleil et l'humidité, recouvert d'une fine couche de poussière blanchâtre. Les poignées étaient intactes. Les fermetures éclairs fonctionnaient. Aucun signe de vandalisme ni d'animaux qui auraient pu tenter de les déchirer. Mathieu s'arrêta à quelques mètres. Son instinct professionnel l'emporta sur sa curiosité. Les sacs à dos sur les sentiers n'étaient pas rares, mais à cet endroit précis, hors des sentiers battus, cela n'avait aucun sens. Il fit lentement le tour, observant le sol. Aucune trace récente, aucune marque d'ascension ou de descente sur les parois environnantes. Le silence était pesant, seulement rompu par le bruissement du vent dans les arbres au-dessus. Il reconnut le modèle d'un des sacs à dos, un article courant chez les étudiants étrangers et les routards. Il ouvrit d'abord le verre. À l'intérieur, il trouva des vêtements soigneusement pliés, un cahier avec des notes en français élémentaire mêlées d'anglais, des cartes imprimées obsolètes et un portefeuille contenant des papiers périmés. Le nom ne lui était pas familier, mais l'année a attiré son attention, 2015. Son malaise s'accentua lorsqu'il ouvrit le sac à dos rouge. Une bouteille d'eau vide, un vieux téléphone portable sans batterie, un guide touristique de Grenoble annoté. Le sac bleu contenait du matériel de randonnée rudimentaire, rien d'assez technique pour justifier une exploration approfondie des grottes. Les sacs à dos avaient été laissés là, délibérément.
Mathieu n'est pas entré immédiatement dans la grotte. Il a tenté, par radio, de contacter d'autres grimpeurs dans les environs, sans succès. Il n'y avait pas de réseau. Il savait qu'il aurait dû marquer l'emplacement et prévenir les autorités au plus vite. Mais quelque chose dans cette situation détonnait dans le schéma d'un abandon classique. Les sacs à dos étaient soigneusement rangés, alignés près du rocher, comme si leur propriétaire s'attendait à revenir bientôt. Il fit quelques pas vers l'ouverture. L'intérieur de la grotte absorba rapidement la lumière, formant un étroit couloir qui descendait doucement. L'humidité suintait des parois, y laissant des traces sombres et anciennes. L'air y était froid et constant, comme une lente respiration. Mathieu s'est retiré. Le nom de l'affaire lui revint par bribes. 3 étudiants, le Vercors. Aucune preuve concrète. Il se souvenait vaguement des images vues à la télévision des années auparavant. Des hélicoptères survolant des falaises semblables à celle-ci. Ce n'était pas une coïncidence suffisamment importante pour être ignorée. Il a noté les coordonnées sur le GPS, pris des photos détaillées des sacs à dos et de l'entrée de la grotte, puis entrepris le retour avant la tombée de la nuit. Durant la descente, le malaise persistait. L'impression que ce lieu était resté oublié à juste titre se faisait de plus en plus forte. Ce soir-là, de retour chez lui, Mathieu a épluché de vieilles archives de presse. Il a trouvé des photos des élèves disparus. Il a reconnu, sans l'ombre d'un doute, le sac à dos vert sur des images d'un reportage de 2015. La grotte ne figurait sur aucune carte officielle, et cela n'avait jamais fait l'objet d'une enquête. Quelque chose avait été oublié pendant 6 ans, attendant d'être découvert. Le Vercors n'était pas qu'un simple massif montagneux, c'était un territoire marqué par des histoires de résistance, d'accidents et de disparitions mystérieuses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des grottes servirent de refuge à des groupes de résistants français, et nombre de leurs entrées furent scellées ou oubliées après le conflit. Au cours des décennies suivantes, le développement du tourisme entraîna la création de sentiers balisés, mais poussa également des explorateurs moins expérimentés à s'aventurer dans des zones mal documentées. Ce contraste entre maîtrise et abandon contribua à forger l'identité silencieuse de la région. Mathieu connaissait ces histoires. Il avait grandi en écoutant son père parler de grottes qui engloutissaient les gens et de sentiers qui changeaient après chaque hiver rigoureux. Pourtant, il accueillait toujours ces récits avec un scepticisme technique. Pour lui, presque tout s'expliquait par l'erreur humaine, des cartes inexactes ou la négligence. Cette conviction avait fait de lui un alpiniste méthodique, peu enclin à l'improvisation, respecté parmi les rares montagnards locaux qui s'aventuraient hors des sentiers battus. Les étudiants disparus avaient des profils différents du sien. Anna Keller, une Allemande, étudiait la biologie environnementale et tenait un journal de terrain rigoureux. Luca Moretti, un Italien, étudiait la géographie et s'intéressait aux formations karstiques. Le troisième, David Rosen, un Américain, étudiait les relations internationales, mais s'était lié d'amitié avec les 2 autres grâce à leur passion commune pour la randonnée et la photographie. Aucun d'eux n'avait de formation en spéléologie, un point que les rapports officiels avaient discrètement mentionné, sans lui accorder une importance particulière. Durant leur programme d'échange à Grenoble, les 3 jeunes passaient la plupart de leur temps sur le campus, mais profitaient des week-ends pour explorer les villages environnants. Les photographies retrouvées sur les réseaux sociaux montraient des paysages familiers du Vercors, toujours en plein air, avec des panneaux et des sentiers bien balisés. Rien ne laissait présager une propension à franchir les limites de la sécurité. Cela rendait la disparition plus difficile à expliquer et paradoxalement moins propice à une enquête approfondie. Lorsque Mathieu contacta la gendarmerie locale, il fut pris en charge par un jeune agent qui dut consulter des archives pour se remémorer l'affaire. Ce processus bureaucratique révéla un autre aspect du monde qui entourait cette histoire, le chevauchement des responsabilités. La région était partagée entre parcs naturels, petites communes et autorités nationales, chacune disposant de ses propres registres. La grotte découverte par Mathieu se situait dans une zone grise, en dehors des zones officiellement surveillées.
L'agent promit de transmettre l'information, mais précisa qu'il faudrait vérifier si le site avait déjà été inspecté. Cette réponse ne satisfit pas Mathieu, mais elle reflétait une réalité institutionnelle courante. Les affaires anciennes étaient rarement remises en question sans pression extérieure. Malgré tout, il reçut l'ordre de ne pas retourner à la grotte et d'attendre d'autres instructions. Pendant ce temps, les familles des étudiants vivaient elles aussi dans un monde bouleversé. Les parents d'Anna continuaient de financer des recherches sur les disparitions en zone montagneuse. Lucas venait d'une petite ville côtière, où l'affaire était encore évoquée lors de discrètes commémorations. David avait un frère aîné qui, pendant des années, avait tenté en vain d'accéder aux archives françaises. Ces liens ténus n'apparaissaient pas dans les rapports officiels, mais ils entretenaient le souvenir de ce qui s'était passé. Mathieu se remit à relire le carnet trouvé dans le sac à dos vert. Les notes mêlaient de simples observations sur la végétation à des remarques pratiques sur les sentiers. Sur l'une des dernières pages, un croquis maladroit d'une formation rocheuse était accompagné d'une brève note. Entrée basse, air froid constant. Aucune date n'était indiquée, mais l'écriture trahissait la hâte, non la panique. Ce détail changea la perception que Mathieu avait des étudiants. Ils n'étaient pas tombés sur un danger par hasard. Ils avaient observé, consigné et pris des décisions conscientes. La grotte n'était donc pas une découverte fortuite, mais une destination choisie avec des informations incomplètes. Peu à peu, le monde entourant la disparition s'est révélé plus complexe. Il ne s'agissait pas seulement de 3 jeunes gens disparus, mais de la rencontre entre la curiosité scientifique, les limites institutionnelles et un territoire qui recelait bien plus qu'il n'y paraissait. La grotte oubliée n'était pas une anomalie isolée, mais le symbole de tout ce qui demeurait hors de portée des cartes officielles. Mathieu comprit qu'en découvrant ses sacs à dos, il s'était retrouvé mêlé à une histoire qui ne s'était pas terminée en 2015. Sa connaissance du Vercors ne le mettait pas à l'abri des risques, elle ne faisait que lui faire prendre conscience de l'étendue de son ignorance. Et pour la première fois depuis ses débuts en escalade, cette prise de conscience ne lui apportait pas la sécurité, mais un malaise persistant. La confirmation officielle a tardé à venir. 4 jours se sont écoulés avant que la gendarmerie ne reprenne contact avec lui, lui demandant d'accompagner une équipe sur place. Pendant ce temps, l'alpiniste aperçut un changement subtil dans ses habitudes. L'escalade n'était plus un refuge automatique. Chaque sentier lui rappelait la possibilité d'espaces négligés, de données manquantes et de décisions malheureuses prises loin des regards. L'équipe est arrivée en avance. 2 gendarmes, un spéléologue mandaté par le parc naturel et un technicien chargé de la documentation. L'atmosphère était professionnelle mais distante. Pour eux, il s'agissait d'une simple procédure de vérification. Pour Mathieu, c'était le prolongement direct du moment où il avait ouvert le sac à dos vert. L'entrée de la grotte fut examinée avec soin. Le spéléologue confirma rapidement qu'elle ne figurait pas dans les registres officiels. L'étroitesse de l'ouverture indiquait peu d'activité humaine récente, mais le flux d'air constant laissait supposer des ramifications internes plus profondes. Ce détail changea la donne. Ce qui aurait pu n'être qu'un lieu abandonné devint un lien concret possible avec la disparition. Les sacs à dos ont été récupérés pour analyse médico-légale. Leur disposition précise a attiré l'attention des agents, sans toutefois permettre de tirer de conclusions immédiates. Aucun signe de violence, aucune preuve manifeste de lutte ou de fuite, juste l'absence des propriétaires. La décision de pénétrer dans la grotte ne fut pas prise ce jour-là. Les protocoles exigeaient un équipement adapté et une équipe plus importante et spécialisée. Malgré tout, les premiers mètres furent éclairés à des fins de documentation photographique. Le couloir initial portait d'anciennes traces de passage. De petites éraflures dans la roche, des fragments de ruban adhésif dégradés et un clou rouillé incrusté dans la paroi, probablement laissé là des décennies auparavant. Ce détail souleva un nouveau problème. Si d'autres personnes connaissaient l'existence de la grotte, pourquoi n'en avait-il aucune trace écrite?
L'hypothèse d'une omission délibérée de l'entrée se répandit de manière informelle, sans être consignée par écrit. C'était une idée gênante, difficile à étayer sans preuve, mais impossible à ignorer complètement. Dans les jours qui suivirent, l'affaire fut reclassée en interne. Aucune annonce publique ne fut faite dans l'immédiat. Les autorités privilégièrent la discrétion jusqu'à l'obtention d'éléments concluants. Cette décision engendra des tensions parmi les personnes impliquées. Mathieu estima que ce silence institutionnel reproduisait le même schéma qu'en 2015, lorsque l'absence de réponse avait fini par lasser le public. En attendant la prochaine expédition, il fut convoqué pour un compte-rendu plus détaillé. Il répéta chaque étape, à chaque fois, chaque observation. Les questions n'étaient pas accusatrices, mais insistantes. On cherchait à comprendre pourquoi il avait choisi cette zone précise, si d'autres personnes étaient au courant de l'exploration, s'il était revenu seul à la grotte. La confiance technique qu'il avait toujours accompagnée commença à s'éroder sous le poids des répétitions. Entre-temps, d'anciens dossiers ont été réexaminés. Les rapports de recherche de 2015 révélaient des zones largement fouillées, mais aussi des lacunes évidentes. Certaines parois rocheuses avaient été jugées trop inaccessibles aux équipes conventionnelles. La grotte se situait précisément dans l'une de ces zones délaissées, non par hasard, mais en raison de contraintes opérationnelles. Lorsque l'équipe spécialisée pénétra enfin dans le site, la progression fut lente. À mesure qu'ils s'enfonçaient, ils découvrirent des bifurcations, un terrain accidenté et des zones inondées. Ils trouvèrent à un moment donné des vestiges d'anciennes lanternes, incompatibles avec l'équipement moderne des étudiants. Cela indiquait des occupations antérieures, peut-être temporaires, peut-être officieuse. Le conflit principal ne se limitait plus à la simple découverte du sort des étudiants. Il portait désormais sur la gestion même du territoire. Si la grotte avait déjà été utilisée, par qui? Dans quel but? Et pourquoi était-elle restée hors de tout contrôle officiel? Les tensions s'exacerbèrent lorsqu'un technicien découvrit une marque récente, faite à l'encre délavée, semblable à celle utilisée par les groupes d'exploration amateurs. La date était illisible, mais le symbole ne correspondait à aucun motif connu. Cela laissait supposer une présence humaine après 2015, ce qui élargissait considérablement le champ des possibles. Mathieu suivait tout à distance, contraint par les ordres directs. Pourtant, chaque nouvelle information renforçait l'impression que la disparition n'était pas un événement isolé, mais s'inscrivait dans un contexte plus large de négligence, d'improvisation et de choix tacites. Le conflit ne se limitait pas à la grotte, mais englobait tout ce qui avait été ignoré pendant des années. Lorsque la première descente fut interrompue pour des raisons de sécurité, aucune réponse définitive n'avait émergé. Seulement davantage de questions, davantage de strates, et la troublante certitude qu'une fois enclenché, ce processus ne pourrait plus être contenu par de simples rapports. Quelque chose s'était éveillé et Vercors avait clairement indiqué qu'il ne livrerait pas ses réponses sans résistance. La réouverture informelle du dossier a commencé à avoir des répercussions qui échappaient au contrôle des autorités locales. Un garde forestier, ayant participé aux recherches de 2015, a reconnu le nom de Mathieu dans les documents récents et a pris discrètement contact avec lui. Il s'appelait Éric Lemaître et travaillait dans la région depuis plus de 20 ans. Il ne faisait pas partie de la nouvelle équipe, mais il connaissait les anciennes défaillances mieux que n'importe quel rapport. Éric a expliqué que, lors des premières recherches, des pressions politiques s'exerçaient pour fermer rapidement les zones jugées instables. Un glissement de terrain survenu des mois avant la disparition avait rendu certains secteurs dangereux pour les grandes équipes. La priorité était de protéger les secouristes, quitte à laisser des zones entières sans fouille complète. La grotte découverte se situait précisément dans l'une de ces zones abandonnées. Cette information ne figurait pas dans les documents officiels. Elle ne subsistait que dans la mémoire des personnes concernées, s'estompant avec le temps. Pour Éric, la réapparition du site signifiait plus qu'une simple erreur technique. Elle représentait une décision administrative, jamais reconnue publiquement.
Il avertit Mathieu qu'insister outre mesure pourrait engendrer des résistances internes, non par malveillance, mais par souci de préservation institutionnelle. Parallèlement, des journalistes indépendants ont commencé à circuler dans la région. Une ancienne photo des sacs à dos, divulguée sans identification de la source, est apparue sur un blog local. Bien qu'elle ne mentionnât pas les étudiants, les couleurs ont attiré l'attention des lecteurs qui se souvenaient encore vaguement de l'affaire. La pression extérieure s'est intensifiée, même sans confirmation officielle. À l'intérieur de la grotte, de nouvelles complexités sont apparues. L'équipe spécialisée a identifié des signes de réorganisation environnementale, des pierres empilées de façon fonctionnelle et non naturelle, une petite niche sèche contenant d'anciens vestiges organiques. Rien d'assez récent pour indiquer une présence actuelle, mais suffisamment pour prouver une occupation prolongée à un moment donné. Cela a élargi le champ de l'enquête au-delà d'un simple accident. Une intrigue secondaire délicate concernait l'histoire clandestine de la région. Pendant des décennies, certaines grottes du Vercors avaient servi de lieu de stockage illégal, de réunions secrètes, voire d'abris temporaires pour les migrants de passage. Aucune de ces activités n'était officiellement reconnue, mais toutes étaient connues de longue date des habitants. L'hypothèse que les étudiants aient découvert quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire a commencé à circuler, bien que sans preuve. Mathieu avait reçu l'ordre de garder le silence absolu. Malgré cela, il commença à être surveillé de plus près dans le village où il vivait. Des questions indirectes fusaient dans les cafés, des remarques vagues sur le fait de perturber la tranquillité. Ce n'étaient pas des menaces, juste des signes d'un malaise collectif. La montagne, pour beaucoup, était un lieu d'équilibre fragile entre tourisme, mémoire et oubli. Une autre complexité est apparue lorsque le frère de David Rosen a obtenu l'autorisation de se rendre en France. Informé de l'existence de la grotte, il a insisté pour suivre la procédure. Sa présence a créé une tension émotionnelle lors des réunions techniques. Il ne cherchait pas de coupables abstraits, mais des réponses concrètes, ce que les protocoles parvenaient rarement à fournir. Son insistance a mis en lumière le fossé entre le discours institutionnel et la souffrance personnelle. Parallèlement, l'analyse en laboratoire des sacs à dos a révélé un élément inattendu. Les résidus minéraux spécifiques présents dans les tissus ne correspondaient pas à ceux trouvés à proximité immédiate de l'entrée de la grotte. Ils indiquaient que les étudiants s'étaient rendus dans une zone plus profonde, à la composition rocheuse différente. Ceci confirmait qu'ils n'étaient pas seulement entrés de quelques mètres, mais qu'ils avaient progressé de manière significative. Cette découverte a contraint l'équipe à revoir son calendrier. La pression du temps s'intensifiait. L'hiver approchait et l'accès à la grotte serait impossible pendant des mois. Il fallait prendre des décisions rapidement, malgré des informations incomplètes. Des intrigues secondaires, auparavant périphériques, commencèrent à interférer directement avec le conflit principal. Eric avait prévenu que si l'enquête allait trop loin, de vieux accords tacites pourraient être mis au jour. Mathieu comprit que la disparition des étudiants était liée à des pratiques non écrites, perpétuées par commodité collective. Résoudre cette affaire signifiait inévitablement révéler quelque chose qui dépassait le simple sort de ces trois jeunes. Les intrigues secondaires commencèrent à converger. L'histoire de la grotte, les décisions administratives non prises, la pression des familles et le temps limité formaient un ensemble instable. Il n'y avait plus de place pour des progrès lents ou des solutions partielles. Chaque choix avait des conséquences qui dépassaient les limites de la montagne. Lorsque l'ordre d'une ultime incursion avant l'hiver fut donné, il devint évident qu'il ne s'agirait pas d'une simple recherche. Ce serait une confrontation entre des versions de l'histoire qui avaient coexisté pendant des années sans se croiser. La grotte cessa d'être un simple espace physique et devint le point de convergence de toutes les omissions, sans aucune garantie de maîtriser ce qui allait être révélé. L'expédition finale débuta avant l'aube, alors que le froid rendait encore l'air lourd et immobile parmi les arbres du Vercors. L'équipe était plus réduite qu'idéalement, mais suffisante pour progresser rapidement.
Elle comprenait 2 spéléologues expérimentés, un médecin urgentiste, un technicien en cartographie et un gendarme chargé des décisions finales. Mathieu n'était pas autorisé à pénétrer dans la grotte, mais restait à proximité, suivant la situation par radio, incapable de quitter les lieux. La descente initiale se déroula sans incident. Le couloir familier débouchait sur une galerie plus large, où le plafond s'élevait et où le clapotis de l'eau résonnait en permanence. Au fur et à mesure de leur progression, les capteurs confirmèrent des changements de composition minérale, concordant avec les résidus trouvés dans les sacs à dos. Les étudiants étaient arrivés à destination. Cette constatation donna à la recherche un caractère plus concret, presque immédiat. Après un embranchement étroit, l'équipe découvrit un espace artificiellement agrandi. Les parois portèrent des marques évidentes d'outils anciens, ni modernes, ni naturels. Au centre, on apercevait les vestiges d'une structure improvisée, du bois pourri et des tissus non identifiables. Ce n'était pas un campement récent, mais il n'était pas non plus trop ancien pour être ignoré. La grotte n'avait pas seulement été explorée, elle avait été utilisée. Le tournant décisif survint lorsque le technicien en cartographie découvrit un compartiment latéral, dissimulé par un amas rocheux, déplacé manuellement. L'ouverture de ce passage nécessita un effort, révélant un environnement sec, protégé de l'humidité constante du reste de la grotte. Sur le sol, alignés avec une précision quasi méticuleuse, gisaient 3 objets métalliques corrodés, des lampes torches portables du même modèle que celles trouvées dans les sacs à dos, désormais inutilisables. Plus loin, des restes humains ont été découverts. Les corps n'étaient pas éparpillés et ne portaient aucune trace de violence directe. Des ossements partiellement disposés, recouverts d'une fine couche de sédiments, comme si quelqu'un avait tenté de préserver l'espace. Le silence de l'équipe était total. Le médecin confirma rapidement l'évidence. Les recherches des étudiants étaient terminées, mais les circonstances de leur mort restaient obscures. Alors que la documentation était en cours d'élaboration, l'un des spéléologues fit une découverte qui changea une fois de plus le cours des recherches. Gravé sur la roche à l'aide d'un instrument rudimentaire, un symbole identique à celui retrouvé en peinture délavée dans des parties plus extérieures de la grotte était visible. À côté, une date approximative postérieure à 2015. Quelqu'un était passé par là après la disparition. Quelqu'un savait. Cette révélation a bouleversé le récit dominant. Il ne s'agissait pas simplement d'un accident mortel en milieu hostile. Il y avait eu une présence ultérieure, une possible connaissance des faits et un choix délibéré de ne pas les signaler. La disparition a cessé d'être une simple tragédie naturelle pour devenir le théâtre d'une négligence humaine. Le gendarme a temporairement interrompu les recherches. La priorité est passée du sauvetage à la préservation des lieux. À la radio, l'ordre était clair. Tout devait être consigné. Rien ne devait être emporté, sauf le strict nécessaire. Mathieu écoutait chaque mot, partagé entre la confirmation et le doute naissant. Lorsque l'équipe est ressortie des heures plus tard, le ciel était déjà couvert. Aucune annonce n'a été faite dans l'immédiat. Il a été décidé d'attendre les résultats complets de l'analyse médico-légale avant toute communication publique. Malgré tout, l'impact était irréversible. L'affaire, autrefois un mystère, était devenue une enquête en cours aux implications délicates. Eric, l'employé du parc, était présent lors des premiers échanges de comptes. En entendant parler des symboles et de la date, il garda le silence plus longtemps que d'habitude. Il ne confirma ni n'infirma, mais sa réaction laissa clairement entendre que cette information n'était pas totalement nouvelle pour tout le monde. Le tournant ne fut pas seulement la découverte des corps, mais la réfutation définitive de l'idée d'ignorance collective. Quelqu'un connaissait l'existence de la grotte. Quelqu'un avait choisi de ne pas la documenter. Quelqu'un avait laissé disparaître 3 étudiants sans explication pendant des années. Pour Mathieu, il était impossible de revenir à la neutralité. La découverte des sacs à dos avait été un pur hasard. S'impliquer désormais était une conséquence inévitable. La montagne avait révélé une partie de son secret,
mais avait aussi clairement indiqué que la vérité tout entière exigerait d'affronter des choix humains aussi difficiles que le terrain lui-même. La découverte des restes humains a immédiatement modifié la nature de l'enquête. Ce qui était auparavant considéré comme une réévaluation d'une ancienne affaire est devenu une opération délicate, avec des protocoles stricts et une surveillance constante. La zone autour de la grotte a été isolée et l'accès au secteur du Vercors restreint sans explication publique détaillée. Officiellement, la seule information communiquée était « procédure technique en cours ». Les réactions internes furent fragmentées. Au sein de la gendarmerie, une volonté manifeste de limiter les dégâts institutionnels se manifesta. Les rapports commencèrent à être révisés avec une plus grande prudence, insistant sur les contraintes techniques liées à l'époque et aux conditions météorologiques défavorables. Personne n'évoqua ouvertement la négligence, mais le terme planait implicitement sur toutes les réunions. Les spéléologues, quant à eux, manifestèrent un malaise professionnel. L'existence d'une grotte utilisée et modifiée sans aucun document officiel révélait de graves lacunes dans le catalogage. Certains préconisaient son intégration immédiate aux cartes publiques, tandis que d'autres craignaient que cela ne dévoile des pratiques ancestrales allant au-delà d'un simple contrôle administratif. Mathieu fut de nouveau appelé à témoigner. Cette fois, le ton était différent. Les questions visaient à comprendre sa relation avec Éric, l'employé du parc, et à savoir s'il avait reçu des informations confidentielles avant la découverte. Mathieu répondit avec exactitude, mais il comprit que sa position avait changé. D'un témoin occasionnel, il était devenu un élément sensible d'une histoire qu'il fallait maîtriser. La nouvelle parvint aux familles avant toute déclaration officielle. Le frère de David fut informé indirectement et réagit avec une indignation contenue. Il exigea l'accès aux données, une chronologie précise des événements et les noms des responsables. Sa réaction contrastait fortement avec celle d'Anna et Lucas, dont les familles restèrent figées dans un silence pesant, mêlant un soulagement amer et un épuisement accumulé au fil des années. La présence des familles a eu un impact immédiat sur la dynamique locale. Les réunions techniques ont commencé à inclure des représentants légaux. Chaque décision devait être justifiée non seulement sur le plan opérationnel, mais aussi sur le plan moral. Le rythme de l'enquête a ralenti, non par manque de volonté, mais par nécessité de prudence extrême. Éric fut temporairement relevé de ses fonctions. Officiellement, la raison invoquée était administrative, mais chacun savait qu'il s'agissait d'une mesure d'économie. Il accepta sa mise à l'écart, sans protester, mais alla voir Mathieu une dernière fois. Ce dernier lui dit simplement que certains choix avaient été faits pour éviter des problèmes plus graves, et que la montagne exigeait toujours un paiement pour son silence. Entre-temps, les premières analyses des restes ont indiqué que les étudiants n'étaient pas morts sur le coup en entrant dans la grotte. On a constaté des signes de séjour prolongés, des tentatives d'organisation et des mouvements à l'intérieur du groupe. Il ne s'agissait pas d'une chute mortelle et soudaine, mais d'une situation qui s'était dégradée progressivement. Ces informations ont exacerbé les réactions émotionnelles et rendu les questions plus délicates. L'hypothèse du passage de tiers dans la zone après 2015 a été prise plus au sérieux. Les enquêteurs ont entrepris de recouper les informations recueillies, les anciens témoignages et les activités non documentées dans la région. Aucune accusation formelle n'a été portée, mais l'ouverture de cette piste a suscité un malaise parmi les résidents de longue date et les employés du parc. Les médias, jusque-là discrets, commencèrent à exercer des pressions. Des fuites sélectives apparurent, toujours incomplètes, toujours suffisamment prudentes pour suggérer sans affirmer. Le discours public se forgea autour de l'idée d'une négligence structurelle et non individuelle. Cela satisfit certains milieux et en inquiéta d'autres. Pour Mathieu, les conséquences furent personnelles et silencieuses. Il se retira de la montagne pour la première fois depuis des années. Non par peur physique, mais par épuisement moral. Chaque sentier lui semblait désormais chargé de décisions invisibles.
L'idée de neutralité technique s'avéra illusoire. Le conflit dépassait le cadre de la grotte. Il ne s'agissait plus seulement de la mort des 3 étudiants, mais aussi des multiples silences qui avaient permis à cette affaire de rester sans réponse pendant 6 ans. Les premières réactions s'étaient estompées. Il était désormais impératif d'agir face à des conséquences que personne ne pouvait plus contenir. La phase suivante de l'enquête exigeait plus que de simples procédures techniques. Elle nécessitait des changements concrets d'attitude. Après des semaines de retenue et de discours prudents, la gendarmerie régionale a été contrainte d'accepter un soutien extérieur. Des experts indépendants en milieu karstique ont été appelés en renfort et la gestion du dossier a été confiée à une équipe nationale. Cette décision n'a pas été présentée comme une correction des erreurs commises, mais comme la reconnaissance tacite que la méthode précédente n'était plus suffisante. Mathieu a suivi cette transition à distance, mais il n'est pas resté passif. Pour la première fois depuis le début, il a décidé de formaliser tout ce qu'il savait. Il a rédigé un rapport détaillé sur l'état des sacs à dos, l'emplacement exact de l'entrée de la grotte et ses conversations avec Eric au fil des ans. Il n'y a ajouté aucune interprétation, seulement des faits observables. L'acte de consigner les informations a cessé d'être purement technique et est devenu une manière d'assumer ses responsabilités. Cette position a influencé les autres personnes impliquées. Un technicien en cartographie a examiné d'anciens rapports et y a ajouté des observations qui avaient été précédemment écartées, jugées non pertinentes. Un spéléologue a admis que certains symboles découverts dans la grotte n'avaient pas été officiellement signalés lors des inspections précédentes. Aucune de ces actions prises isolément n'a permis de résoudre l'affaire, mais ensemble, elles ont révélé un réel changement de comportement. Cette évolution s'est également manifestée dans l'implication des familles. Au lieu de communication générique, elles ont commencé à recevoir des rapports d'étapes clairs, même en l'absence de progrès significatifs. Cette transparence n'a pas atténué la souffrance, mais elle a réduit le sentiment d'exclusion qui avait marqué les années précédentes. Le frère de David, auparavant conflictuel, a commencé à collaborer de manière plus stratégique, cherchant à obtenir des réponses sans pour autant bloquer le processus. À l'intérieur de la grotte, de nouvelles explorations furent menées avec des objectifs précis. Plutôt que de rechercher des révélations spectaculaires, l'équipe s'attacha à reconstituer les habitudes quotidiennes des étudiants, où ils dormaient, comment ils se déplaçaient et quelles décisions ils prenaient face à la dégradation de leur situation. Ce travail minutieux, bien que n'ayant pas fait les gros titres, apporta une cohérence au récit. Leur survie initiale ne tenait pas au hasard, mais à une organisation limitée par des ressources insuffisantes. Cette prise de conscience a transformé la perception du pouvoir d'agir. Les étudiants ont cessé d'être considérés comme de simples victimes d'un environnement hostile et ont commencé à être reconnus comme des acteurs cherchant à s'adapter. Cette reconnaissance n'a pas changé l'issue, mais elle a conféré de la dignité aux choix faits sous la pression. Mathieu a lui aussi connu une transformation intérieure. Il est retourné à la montagne, non plus pour fuir, mais en observateur plus attentif. Il a commencé à documenter de manière informelle les zones délaissées, confrontant les cartes officielles à ce qu'il constatait sur le terrain. Il ne cherchait pas les erreurs, mais les lacunes. Il avait compris que connaître un lieu ne signifiait pas le dominer et que l'expérience accumulée exigeait une plus grande responsabilité. La croissance collective fut lente et difficile. Elle impliquait d'admettre que les décisions administratives, même bien intentionnées, avaient des conséquences durables. Elle impliquait d'accepter que le silence opérationnel puisse être interprété comme de l'indifférence. Rien de tout cela n'apporta de soulagement immédiat, mais cela jeta les bases d'une progression plus solide. Lorsque l'hiver a finalement bloqué l'accès à la grotte, l'interruption n'a pas été brutale. Un plan précis de reprise des opérations était en place. L'affaire n'était pas résolue, mais elle n'était plus au point mort.
Surmonter cette difficulté n'a pas été perçu comme une victoire, mais plutôt comme l'acquisition de la capacité nouvelle de poursuivre les opérations sans reproduire les mêmes erreurs. Avec le dégel progressif du début du printemps, l'accès au secteur isolé du Vercors est redevenu possible et la reprise des activités a été érigée en priorité absolue. Contrairement aux incursions précédentes, cette fois-ci, un plan unifié a été mis en place, avec des rôles clairement définis et des échéances strictes. L'objectif n'était plus de se pencher sur un passé lointain, mais de clarifier les points précis qui restaient en suspens et qui empêchaient la clôture formelle du dossier. La principale question en suspens concernait la présence humaine après 2015. La date gravée sur la roche, la répétition des symboles et le réaménagement partiel de l'espace intérieur indiquaient que quelqu'un connaissait la grotte, était au courant des événements et y était retourné. Identifier qui, quand et pourquoi est devenu l'objectif principal des recherches. Toutes les pistes précédentes convergeaient vers cette question. L'équipe nationale a apporté un équipement de numérisation 3D plus précis. Chaque centimètre de la grotte a été enregistré, permettant ainsi de reconstituer son évolution au fil du temps. La comparaison avec d'anciennes données géologiques a révélé des déplacements artificiels dans des zones spécifiques, non pas dus à des glissements de terrain naturels, mais à une intervention humaine délibérée. Ceci a confirmé que la grotte avait été modifiée après la disparition des étudiants. Mathieu fut officiellement réintégré dans ses fonctions de consultant technique local. Sa connaissance approfondie de la région était désormais perçue comme un atout, et non plus comme un risque. Il suivit les préparatifs avec une attention discrète, conscient que la moindre erreur à ce moment précis pouvait anéantir des années d'efforts. Son rôle consistait à signaler les voies d'accès secondaires, les sentiers non répertoriés et les points d'intérêt historiquement négligés. Parallèlement, les investigations extérieures se sont poursuivies au-delà de la montagne. Les anciens documents du parc naturel ont été recoupés avec des contrats temporaires, des autorisations informelles et des rapports incomplets. Un schéma s'est dessiné. De petites équipes d'entretien et de surveillance avaient utilisé des grottes isolées comme point de relais logistique temporaire au fil des ans, notamment lors de périodes d'instabilité climatique. Ces pratiques n'ont jamais été officialisées, mais tolérée comme solution pragmatique. Cette découverte n'impliquait pas un crime immédiat, mais elle ouvrait la voie à une responsabilisation directe. Une personne ayant accès aux informations institutionnelles aurait pu visiter la grotte en 2015, remarquer des signes de ce qui s'était passé et choisir de ne pas le signaler. La préparation du dénouement impliquait alors non seulement l'exploration finale de la grotte, mais aussi l'inévitable confrontation entre les faits techniques et les décisions humaines. Les familles ont été informées de cette piste d'enquête avant toute annonce publique. Ce choix était stratégique, les préparer émotionnellement à l'éventualité que la conclusion finale révèle une omission et non un événement extérieur incontrôlable. La réaction a été mesurée, mais ferme. Il ne s'agissait pas d'infliger une punition symbolique, mais d'obtenir une reconnaissance claire des actes commis et de leurs omissions. À l'intérieur de la grotte, l'équipe s'est concentrée sur une zone encore inexplorée, identifiée comme une possible voie de sortie alternative. L'hypothèse était simple et troublante. Les étudiants auraient pu tenter de sortir par là, ou quelqu'un aurait pu accéder à l'espace sans passer par l'entrée principale. La confirmation ou l'infirmation de cette possibilité déterminerait le récit final. La tension montait à mesure que le moment décisif approchait. Il n'y avait plus de place pour les interprétations ouvertes ni les rapports ambigus. Chaque donnée devait être concluante, chaque choix justifié. La préparation n'était pas seulement technique, mais aussi éthique. À la veille de l'incursion finale, Mathieu resta seul des heures durant, observant la paroi rocheuse qui dissimulait l'entrée. La curiosité avait disparu. Seul le devoir régnait. Tout convergeait vers cet instant. La montagne, silencieuse, semblait indifférente à l'urgence humaine, mais le poids accumulé des décisions passées rendait impossible tout retour à la normalité d'avant.
Le dénouement ne serait ni un accident, ni une découverte fortuite. Ce serait la confrontation directe entre ce qui avait été caché et ce qui exigeait désormais d'être révélé. La préparation était achevée. L'étape suivante serait irréversible. L'incursion décisive débuta avec une précision quasi mécanique, comme si chaque membre savait qu'aucune improvisation n'était permise. L'accès à cette section inexplorée nécessita le déplacement contrôlé de pierres artificiellement soulevées, confirmant d'emblée que ce passage n'était pas d'origine naturelle. Le passage révélé était étroit, mais manifestement praticable par quiconque possédant une connaissance minimale du terrain. Cette découverte leva le dernier doute quant à une intervention humaine après 2015. Les progrès étaient lents. Le scan tridimensionnel révélait des traces répétées de contacts récents avec du matériel métallique, incompatible avec la présence d'étudiants, mais compatible avec l'utilisation d'outils par les équipes d'entretien du parc. Au fil des mètres analysés, l'hypothèse d'une simple négligence s'estompait, laissant place à une explication plus concrète et inquiétante. Le point culminant fut atteint lorsque l'équipe parvint à une petite salle secondaire, isolée du reste de la grotte par un apic. Ils n'y trouvèrent aucun reste humain, mais des documents. Un récipient en plastique scellé, dissimulé sous un rebord rocheux, contenait des rapports internes imprimés, partiellement détériorés par l'humidité et datés d'après la disparition des étudiants. Les documents décrivaient des inspections informelles menées dans des zones non répertoriées du parc, notamment la grotte. Un des rapports mentionnait explicitement des signes témoignant d'une présence humaine récente et recommandait de ne pas divulguer l'information immédiatement, dans l'attente d'une évaluation plus approfondie. Il ne comportait aucun nom complet, seulement des signatures abrégées et des codes administratifs. Cette découverte a levé toute ambiguïté. La présence ultérieure des étudiants n'était pas le fruit de la spéculation. Elle avait été documentée et délibérément classée hors des circuits d'enquête officiels. Leur disparition n'a pas été ignorée par ignorance, mais en raison d'un choix institutionnel fragmenté, dilué par des responsabilités mal définies. L'officier responsable a ordonné l'arrêt immédiat des fouilles afin de garantir la traçabilité des documents. La tension était palpable à la radio. Ce qui se déroulait n'était pas seulement la conclusion d'une affaire, mais la révélation d'une pratique consistant à prendre des décisions tacites pour éviter des conflits administratifs plus importants. Dès son apparition, l'équipe n'a pas hésité. Les documents ont été remis directement à l'équipe nationale, court-circuitant les autorités locales. Cette violation du protocole était délibérée. Il ne s'agissait plus de protéger les structures existantes, mais de préserver l'intégrité de la vérité révélée. Le rebondissement final s'est produit à l'extérieur de la grotte. Confronté aux documents, Eric a confirmé ce que tout le monde soupçonnait déjà. Il a admis qu'en 2016, lors d'une inspection informelle, des signes évidents de la présence des étudiants avaient été constatés. À l'époque, il avait été décidé de ne pas rouvrir officiellement le dossier, afin d'éviter la fermeture prolongée de certaines zones du parc et les répercussions politiques locales. Cette décision n'était pas individuelle, mais collective, et s'est diluée dans des accords tacites. Cet aveu ne s'accompagnait d'aucune justification émotionnelle. Il fut présenté comme une erreur institutionnelle, un choix motivé par une logique de confinement et non par la justice. Le poids de cette déclaration était absolu. Aucun récit alternatif ne put y résister. Pour Mathieu, le point culminant ne fut pas l'aveu, mais la lucidité finale. La disparition cessa d'être un mystère tragique et devint un exemple concret de la manière dont les décisions administratives façonnent les destins humains. Sa transformation se manifesta là, dans le refus silencieux d'accepter des explications convenues. Il n'intervint pas, il n'accusa pas, il demeura simplement le témoin conscient de ce qui avait été révélé. Les recherches avaient atteint leur apogée. Tout ce qu'il fallait savoir était désormais exposé,
non comme un spectacle, mais comme un récit minutieusement documenté. Le conflit central se résolvait sans héroïsme, sans sauvetage, sans rédemption facile, uniquement par la vérité, tardive et inévitable. Le point culminant n'a pas mis fin à la douleur, mais il a dissipé le doute. Et cela, dans ce contexte, représentait le changement le plus profond possible. Les semaines qui suivirent la conclusion de l'enquête furent marquées par un silence pesant, bien différent de celui qui avait enveloppé l'affaire pendant 6 ans. Ce n'était plus le silence de l'oubli, mais celui de l'assimilation. La vérité, une fois révélée, nécessitait du temps pour être comprise dans toute sa portée. Le rapport final a été publié dans un langage clair et direct, sans aucune tentative d'édulcorer les faits. Il reconnaissait officiellement que la grotte était connue, utilisée et inspectée après la disparition des étudiants. Il reconnaissait également que la décision de ne pas rouvrir l'enquête en 2016 était motivée par des considérations administratives et politiques, et non par un manque de preuves. Aucune poursuite pénale n'a été engagée dans l'immédiat, mais la responsabilité institutionnelle a été clairement établie. Les répercussions furent immédiates. Les agences nationales exigèrent une révision des protocoles de recensement des grottes et des zones difficiles d'accès. Des audits furent ouverts dans les parcs naturels d'autres régions de France, non pas en raison de soupçons directs, mais par précaution. Le cas des étudiants cessa d'être une exception et devint un cas à ne pas reproduire, un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire. Pour les familles, cette conclusion a apporté une forme d'apaisement. Il n'y a pas eu de soulagement complet, mais une certaine clarté. Savoir que les élèves n'avaient pas simplement été engloutis par un environnement imprévisible, mais qu'ils avaient survécu un temps avant d'être oubliés par une décision humaine, a profondément transformé leur chagrin. La douleur a pris des contours précis, non plus liés au hasard, mais à des choix concrets. Le frère de David choisit de rester en France quelques mois de plus. Il participa aux réunions, suivit l'évolution de la situation juridique et s'impliqua activement dans les débats sur la transparence des enquêtes pour disparition. Il ne cherchait pas à se venger, mais à obtenir un changement structurel. Sa présence constante rappelait à tous que les rapports n'étaient pas des abstractions, mais le témoignage de vie fauchée en plein vol. Anna et Lucas furent désormais reconnus non seulement comme des victimes, mais aussi comme de jeunes gens ayant pris des décisions conscientes, quoique mal informés. Leurs efforts d'organisation à l'intérieur de la grotte furent officiellement reconnus, corrigeant ainsi l'image initiale d'insouciance. Cette réinterprétation ne changea rien au dénouement, mais elle contribua à restaurer une partie de la dignité perdue durant les premières années de silence. Éric a dû assumer les conséquences administratives de ses décisions. Il a été démis de ses fonctions à titre définitif et a fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Il n'y a eu ni emprisonnement, ni procès retentissant. Sa sanction était proportionnée à la gravité de son erreur, mais elle revêtait une portée symbolique plus forte. La reconnaissance publique que le silence institutionnel peut aussi tuer, même indirectement. Mathieu, quant à lui, reprit ses activités habituelles avec une conscience transformée. Il continua l'escalade, continua son travail, mais son rapport au territoire changea irrémédiablement. Il commença à collaborer activement à des projets de cartographie participative, contribuant à identifier les zones négligées avant qu'elles ne redeviennent des angles morts. Il ne se voyait pas comme un héros, simplement comme quelqu'un qui ne pouvait plus feindre la neutralité. La grotte fut officiellement répertoriée, cataloguée et fermée. Elle ne devint ni une attraction touristique, ni un symbole du tourisme. Elle demeura un espace technique, surveillé et soumis à des restrictions d'accès. Son existence commença à figurer sur des cartes qui auparavant prétendaient ne pas en avoir besoin. Son emplacement physique fut intégré au système. L'erreur, du moins en théorie, ne pouvait plus s'y reproduire. Plus largement, la conclusion de cette affaire a engendré un changement culturel subtil. L'idée que certaines décisions puissent être prises de manière informelle, sans formalité administrative, a perdu toute légitimité.
Le confort du silence administratif a révélé son véritable coût. Il n'y a pas eu de transformation immédiate, mais un changement s'est opéré. 6 ans plus tard, les étudiants n'étaient plus portés disparus. On les avait retrouvés. Le contexte de leur disparition avait été établi et leur identité reconnue. L'histoire ne s'est pas conclue par une justice totale, mais par la prise de responsabilité. Et, dans ce contexte précis, c'était le maximum que l'on pouvait obtenir, sans déformer la réalité. La conclusion n'offrait aucune consolation facile. Elle offrait quelque chose de plus rare, une vérité suffisamment complète pour empêcher que l'affaire ne sombre à nouveau dans l'oubli. Des mois plus tard, le Vercors retrouva son rythme habituel, mais plus rien n'était comme avant. Les sentiers étaient cartographiés avec plus de précision et la grotte oubliée existait désormais officiellement, bien que fermée. Mathieu parlait rarement de l'affaire, mais il était convaincu que certaines vérités n'émergent que lorsqu'on refuse de les transmettre. Pour les familles, l'avenir était marqué par des absences permanentes, désormais nommées. 3 sacs à dos restaient archivés comme preuve matérielle. Ce n'étaient pas des trophées héroïques, mais simplement les témoignages silencieux de choix, de silence et de conséquences qui n'auraient jamais dû attendre 6 ans. Là, le passé avait laissé des traces qu'aucun rapport ne pouvait effacer. Si ce récit vous a fait réfléchir, partagez votre point de vue dans les commentaires. Les affaires réelles comme celle-ci ne restent visibles que grâce à la discussion collective. En vous abonnant à la chaîne, vous soutenez la production de récits d'investigation approfondis, basés sur les faits, le contexte et la responsabilité. Chaque abonnement contribue à maintenir la recherche, les enquêtes et les reportages qui refusent les réponses faciles. Partagez-le avec ceux qui s'intéressent aux véritables mystères, aux décisions humaines et à leurs conséquences invisibles. Votre participation élargit la portée du récit, enrichit le débat et empêche que des histoires importantes ne tombent à nouveau dans l'oubli. Ici, mémoire, éthique, vérité et récit sont indissociables, toujours. Avec respect, profondeur et une lucidité humaine collective.